Aussi vrai que la langue française titube dans la bouche de Franck Ribéry, autant qu'elle danse le dombolo dans celle de Christiane Taubira, on n'habite pas un pays, on habite une langue. C'est sur cette citation que j'introduis ce nouvel épisode de votre rendez-vous désormais hebdomadaire de la librairie africaine. Mais la librairie africaine, de quoi s'agit-il? Pour celles et ceux parmi vous qui ne la connaissent pas, qui débarquent, comme les Américains sur la plage de Normandie, eh bien vous devez savoir que la librairie africaine, c'est une table ronde qui réunit des cerveaux, des neurones, dans une perspective de réflexion collective. Mais la librairie africaine, c'est également et surtout un moteur. Le moteur d'une mission. Une mission qui part d'un constat frappant, simple. Les limites de ta pensée sont les limites de ton langage. Les limites de ton langage sont également les limites de ton ambition. En d'autres termes, pour accéder à une ambition élevée, pour prendre ton destin en main dans une volonté de puissance, tu dois d'abord et avant tout te saisir de la langue dans toute sa richesse. Et pour obtenir ce pouvoir, rien de tel, avant les discussions, que la lecture. La lecture étant la pierre angulaire de ton élévation, de ta réussite. On le sait, mais encore faut-il s'en souvenir. En un mot, la librairie africaine se donne pour mission de te faire comprendre et de te faire adopter ce mot d'ordre, lire ou mourir. Comment ne pas remercier notre partenaire, Présence africaine, une institution et qui t'ouvre ses portes de manière bienveillante en te donnant l'occasion de te fournir des pépites intellectuelles qu'elle met à ta disposition et via un code promo, librairie africaine, tu peux bénéficier de 10% de remise. Même si le savoir n'a pas de prix, et bien là, autant sauter sur l'occasion. Alors aujourd'hui, avant de vous proposer, de vous soumettre l'ouvrage que l'on va traiter, je vais quand même vous présenter les princes de la lecture qui me font l'honneur de leur présence. À commencer par Alexis. Bonsoir. Sois le bienvenu. Merci. Alilou. Bonsoir Herman, bonsoir à tous. Frère Mbeko. Bonsoir à tous. Et enfin, frère Fabrice. Bonsoir Herman, bonsoir à tous. C'est d'une sobriété incroyable pour démarrer. Alors, sur quel ouvrage allons-nous nous appuyer? Écrire l'Afrique monte. Un ouvrage qui est le fruit de plusieurs mains, qui est le fruit d'une intelligentsia, nouvelle génération africaine, dirigé cet ouvrage, faut-il le rappeler, par Achille Bembe Felwiltsar. Mais derrière cet ouvrage se cache une thématique, Afrique Monde, qui est au cœur d'une actualité panafricaine, la francophonie. La francophonie. Nous savons tous aujourd'hui que les plus grands locuteurs de la langue française ne se trouvent ni à Nantes, ni à Paris, ni à Bruxelles, mais bel et bien sur le continent. Simplement, la question est de savoir, est-ce que la francophonie contribue à un éveil, à une renaissance panafricaine? Avant de répondre à cette question, du moins de tenter, on va quand même essayer de faire en sorte que nos individualités rentrent dans ce sujet à travers la question suivante. Quel rapport entretenez-vous avec la langue française? Je commence? Je t'en prie. Je dirais un rapport sensuel. De plus en plus, j'aime profondément la langue française. Je connais de plus en plus intimement chaque mot. Je les connais un peu comme des amis dont je connaîtrais les parents à travers l'étymologie. Je trouve que c'est une langue merveilleuse qui a sa place vraiment de nouveau comme langue diplomatique. Ça pourrait même être à certains égards une langue sacrée qui pourrait nous approcher vraiment du divin de façon singulière. Et je crois qu'elle a vraiment un très très bel avenir, surtout si des émissions comme celle-ci se multiplient. Très bien, je te remercie. Alors pour ma part, je vais la prendre en deux temps. Dans mon enfance, je suis né en France, mais la première langue que j'ai apprise, c'était celle de mes parents. Car petit, on ne parlait pas français. Donc au début, ça a été difficile à l'école. Quelle langue, celle de tes parents? Ça s'appelle le Diaranké, c'est une langue de Guinée qu'on a créée. Donc
dans les appréciations que j'ai vues lorsque j'étais en petite section, moyenne section, j'avais du mal à parler français. Donc on va dire qu'au début ça a dû être difficile. Ensuite j'ai appris à l'apprendre au cours de mon éducation scolaire. Et on va dire qu'à partir de mes 18-20 ans, j'ai appris à aimer la langue française car elle me permettait d'écrire et de mettre des mots sur mes mots. Donc de mettre des mots MOTS sur mes mots MAUX. Et après, aujourd'hui, à l'âge adulte, on va dire, je dirais qu'elle est quand même duel. Mon rapport, il est duel entre l'histoire coloniale et ce qu'elle peut apporter aussi au panafricanisme. Très bien, je te remercie. Moi, j'ai un amour absolu pour la langue française. C'est une langue que j'aime, c'est une langue que j'essaie de maîtriser. Et Dieu sait que c'est pas évident. Parce que c'est une langue qui est riche, c'est une langue qui est dense, intense. Et pour l'apprivoiser, il faut du temps. Il faut beaucoup d'exercices, beaucoup d'efforts pour la dompter. Mais une fois qu'on a la chance, après beaucoup de réflexion, de lecture, de maîtriser cette langue, c'est une langue qui fait du bien. C'est une langue qui permet d'être compris. Et c'est une langue qui permet aussi d'échanger avec une certaine précision et une certaine dextérité qui pour moi est indispensable. Très bien, je te remercie. Je dirais quasiment la même chose. J'ai un rapport très maternel puisque c'est ma première langue, en tout cas un rapport bicéphale, je dirais, puisque mes parents sont créoles et que, étant jeune, ils me parlaient créole, mais j'ai grandi avec la langue française, qui effectivement est une langue magnifique. C'est l'une même, je dirais, des rares langues qui permet de traduire sa pensée avec un mot précis, contrairement par exemple aux langues anglaises qui sont généralement synthétiques. Donc c'est une belle langue, la langue de l'amour, de la séduction, de l'intelligence, de la précision. Et par conséquent, c'est une langue qui nous permet de transcender notre pensée et d'être précis et de voir le monde de manière nuancée. Alors là, j'aime beaucoup tout ce qui vient d'être dit, langue de la sensualité, de l'amour, de la précision, voire même langue sacrée. Et c'est typiquement, effectivement, le parcours et l'histoire de la langue française qui, dès le XVIe siècle, a obtenu ce statut de langue de l'universel. Alors moi, je n'étais pas à cette époque-là pour vérifier, pour comparer. Néanmoins, elle a obtenu ce statut. Et ensuite, l'élite française s'est fait forte de lui donner également le statut de langue de la beauté. Et ça lui a permis d'accéder justement à ce prestige de langue de l'universalité, de langue de la noblesse. Donc c'est assez... En tout cas, ça fait toujours... C'est intéressant de voir que les uns les autres, on croise nos regards autour de cette même évidence. Donc, il n'y a pas vraiment de débat. À quel moment vous avez perçu dans vos interactions cette exception culturelle française qui veut qu'on juge et on estime beaucoup les gens en France selon son degré de maîtrise de la langue? Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. En France, on s'exprime mal, tout de suite on se moque de nous. C'est la fameuse glottophobie. Il y a même un terme à ce niveau-là qui a été créé par un sociolinguiste. Donc, à quel moment, vous, dans votre vie, vous êtes aperçu que, tiens, mieux tu parles, mieux tu es respecté, en règle générale, et moins bien tu t'exprimes, et plus tu t'exposes à des opprobres et à des moqueries? Je crois que c'est quand j'ai décidé d'utiliser le nous plutôt que le on. Et ça a été un cheval de bataille. J'ai pensé la chose beaucoup en me rendant compte des implications psychologiques et sociales que ça avait. La différence entre le nous et le on, c'est que le on est indéfini. Le nous est défini. Si vous dites on va prendre une pizza, ça n'a pas le même impact sensoriel que nous allons prendre une pizza. Et le fait que le nous ait disparu du langage au profit du on, qui est beaucoup moins engageant, qui en fait manifeste un manque de capacité d'assumer son point de vue, qui manifeste aussi un orgueil. On comprend rien à ce que tu dis. Au Québec, les gens sont beaucoup plus humbles. C'est là où j'ai appris l'importance du jeu et à quel point le on était délétère. Ils disent j'aimerais ça que tu fasses ça. Je ne vois pas trop ce que tu veux dire. Et là, les rapports sont plus doux et apaisés. Et j'ai compris à quel point ils étaient violents avec ce on. Et en même temps, ça permettait le délitement, puisque nous avons du mal à nous définir. Il n'y a même plus de nous. Donc, comme il n'y a même plus de nous dans la langue française en circulation, il n'y a plus vraiment de nous en réalité. Il n'y a plus de fierté d'être français. Donc, j'ai décidé, au nom de ces principes-là, de dire nous à la place de on. Et ce qui a été un moment un peu particulier, parce qu'on regardait comme ça, on disait, mais pour qui tu te prends là?
Oui, nous, Alexis, c'était assez bon. En Mais même temps, c'est un nous universitaire. Quand on Oui. rédige des dissertations ou des mémoires, on a tendance à nous imposer de mettre le nous. c'est vrai. Mais là, moi, je voulais l'employer au quotidien, par principe, pour permettre la résurrection de ce nous. D'accord. Et j'avais à livrer un vrai combat parce que c'est comme au tennis, quoi. C'est-à-dire que si on frappe fort, il faut en même temps rester détendu, sinon ça fait heurter, ça fait emprunter. Donc il fallait essayer d'arriver à faire ça en toute détente pour que ça passe bien. Et j'étais en train de craquer, et c'est seulement ma compagne, à un moment où j'étais en train de dire j'en ai marre de me faire taxer de snob, etc., qui me dit non, donc elle est d'origine béninoise, D'accord. née au Sénégal. Et non, moi j'emploie le nous. Et donc sur ce champ de bataille de défense du nous, où j'étais en train de craquer, assailli par les moqueries, les taxations finalement en cuistrerie, elle est remontée sur son bataille et dit c'est bon, je défends le nous. Un ami aussi, qui est militaire, Oui. avec à l'armée cette volonté de défendre la langue dans sa pureté, qui m'a dit non, j'y vais, pardon. Et donc, l'idée qu'il y a une espèce d'ordre de chevalerie qui défend la langue, ce qui était autrefois un des rôles principaux de C'est l'aristocratie. intéressant ce qui vient de se passer. Petit lapsus, tu as dit Ziva. Est-ce que dans ta vie, tu as eu, durant l'adolescence par exemple, à traverser l'usage du verlan ou de la langue plus populaire, pardon? J'étais dans un collège, je me rappelle, où en fait il y avait un grand brassage social et où c'est la première fois en fait que je n'ai pas en fait assumé d'être un bon élève. Je voyais que mes copines de classe étaient beaucoup plus intéressées par les petits voyous, qui affirmaient une virilité, une indépendance, alors que moi j'étais un bon petit élève et les femmes aiment les marques de virilité, je crois, les femmes, c'est toujours mauvais d'essentialiser, mais globalement, là, tout d'un coup, je me rendais compte que je jouais plus au bon jeu, quoi. Si j'avais envie de plaire à ma copine, il fallait que je ressemble à Drazik, donc, qui était un rebelle dans une série. Et je me rappelle que je crois que c'est. Je rebondis. Art les cœurs à vif. Ouais. Et Mais puis, non, ouais. Petit voyou. Ouais, voyou, parce que c'était un petit voyou, quoi. Il était là, il faisait sa petite Pas tant crapule. par rapport à Tletoravif, tant par rapport à ce que tu as dit, que les femmes préféraient les petits voyous. Si pour moi, tu peux définir, parce que tu as dit que tu es dans un collège, Ouais. ou un collège avec un brassage Oui. de population, mais petits voyous. Oui, parce que c'était. Qui étaient les petits voyous ou comment tu le qualifies En petit voyou fait, il était voyou parce qu'il était. Toujours assujetti au fait qu'on parlait du verlan, si c'était la langue du voyou. C'est ça Ouais. Mais oui, c'est vrai. Alors, il y a du verlan. D'ailleurs, Fabrice Lucchini emploie le verlan justement exprès. Sans être un voyou. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Mais si tu veux, globalement, le langage de cité est associé comme ça à cela. Mais en tout cas, je sais que dans cette logique de essayer d'être vraiment dans l'excellence, plutôt que de, allez, on laisse sortir comme ça sort, même si c'est plus complexe. Hein. C'est intéressant ce que tu dis, pour recentrer un peu. Parce qu'effectivement, la langue française, par sa subtilité, sa beauté, est également associée à la langue de la féminité. Là où le verlan, par sa sonorité notamment, et ses mots un peu contractés, est plutôt associé à une langue de la virilité. Donc est-ce que toi, tu as opéré ce chemin-là, de détacher pendant un temps en tout cas de cette langue féminine aristocratique, pour plaire dans la perspective de plaire à une femme, en tentant d'épouser le langage plus viriliste, qu'on appelle le verlan ou le langage plus populaire, le langage de la street? Moi, je sais pas. Je sais qu'en tout cas au collège, j'ai eu tout à coup honte d'être un bon élève. D'accord. Et j'ai eu finalement cette faiblesse de croire que en étant médiocre, j'allais plus plaire. Et c'est seulement récemment où j'ai senti dans les réactions des filles le fait de se tenir plus droite quand je parlais mieux, une petite ah ouais, tu parles bien. Je dis ok, là c'est bon là. Pour 3-4 connards, pardon, je parle vulgairement exprès, qui vont se moquer de moi, il va y avoir 6, 7, 8 filles qui vont dire viens, revoyons-nous. Et donc je me dis, dans le bilan, je trouve que c'est plutôt positif en fait. Très bien, merci. Tu peux répéter la question, excuse-moi, parce que là j'ai. Alors, à quel moment dans ta vie tu as perçu que la langue française était une forme de ring, où il y avait souvent un rapport de force, et qui, hélas, conduisait ceux qui ne la maîtrisent pas suffisamment bien à être l'objet d'humiliation, de mépris, et inversement, ceux qui la maîtrisaient à être mis sur un piédestal? Je crois que c'est en 5e, lorsque ma professeure de français a dit à un élève blanc « Arrête de parler le petit nègre ». C'est récent, hein, je ne suis pas vieux, entre guillemets. Et lorsqu'elle a dit ça, En présence de tout le monde, Ok. en gros, il parlait dans sa barbe et elle a dit « Arrête de parler le petit nègre ». D'accord. Et c'est une prof de français
juste pour la petite aparté, qui est ensuite devenu, je ne sais pas comment expliquer, comme quelqu'un qui m'a poussé en gros après dans mes études et même dans mon amour de la langue française et même du latin, entre guillemets. Mais c'est vrai que, en fait, ça a été le déclencheur parce que je suis allé la voir juste après, à la fin des cours, et je lui ai dit, c'est la dernière fois, madame, que vous dites ce terme en ma présence. D'accord. Donc sur le coup, elle a été prise de court. Et, Comment s'est-elle défendue? non, mais c'est même pas défendu, je crois que sur le coup. Après, je suis parti, j'étais très énervé parce que j'étais encore jeune, en cinquième, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais très jeune. Donc je suis parti énervé, je lui ai juste dit, c'est la dernière fois que vous dites ça, et je suis parti. Et après, il y avait une réunion parent-prof, je crois, et elle en a parlé à ma mère, en présence de ma mère. Et donc du coup, là, après, ça s'est apaisé entre nous. Et par la suite, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que ce terme-là, lorsqu'elle a employé ce terme, je me suis dit, j'aurais pu faire partir, m'énerver. Et j'ai quand même pris sur moi et je suis allé la voir pour lui montrer que je n'étais pas un petit nègre. Enfin, même si elle ne parlait pas à moi, ça m'a quand même heurté. D'accord. Mais après, elle s'est justifiée, pardon, non, elle s'est justifiée dans le sens où elle a dit que ce terme-là s'est employé, mais qu'il n'était pas raciste. Ok, on va revenir dessus parce que c'est un terme qui a été beaucoup employé durant la colonisation. Avant de te céder la parole, je vais quand même la transférer aux frangins. À quel moment dans vos vies vous avez compris que la langue française était un bras de fer et qu'on l'utilisait souvent pour humilier celles et ceux qui ne la maîtrisaient pas suffisamment et pour valoriser au contraire celles et ceux qui la maîtrisaient indépendamment de leur intelligence? Moi, je pense pas que ce soit la langue qui fasse la différence en termes d'humiliation ou pas. Moi, je pense que c'est l'argent. En France? Ouais. Ok. Moi, je vois autour de moi, tu vas dans des épiceries, tu as des Pakistanais, tu as des personnes du Bangladesh qui parlent pas français. Ils montent des commerces, ils sont pas humiliés, tu vois. Tu pas avec eux quand ils sont dans les administrations? Les administrations, ils prennent quelqu'un, ils prennent un traducteur. Ah, voilà. Ouais, mais s'il n'y a pas d'humiliation, S'ils prennent un traducteur, c'est la preuve qu'eux-mêmes ils ont conscience que si ce risque ça risque de se retourner, enfin, du moins de leur être défavorable. Mais pareil pour des Chinois, ils travaillent, ils ouvrent des commerces, ils développent une puissance économique, ils parlent absolument pas français, ou même des Saoudiens qui parlent pas français et qui font ce qu'ils ont à faire. Et ils n'ont pas le sentiment d'être humiliés, parce que la puissance elle est économique, elle n'est pas verbale. En France? En France, oui. Dans les interactions? Dans les interactions, c'est ton Ok. carnet de chèques qui fait la différence. Ok. C'est pas la maîtrise de la langue française. Ok. Je m'interroge encore une fois sur la question. Ok. À quel moment as-tu perçu, ou pas, Voilà. parce que manifestement, ce n'est pas le cas de Mbeko, que la langue française avait ceci de particulier, qu'elle était le théâtre des rapports de force et de jugements personnels? Voilà, parce que Entre je vous. n'avais pas véritablement entendu humiliation. C'est pour ça que moi, je m'en suis rendu compte également, je crois très jeune, puisque j'ai été bercé par un père et une mère qui me faisaient voir beaucoup de films américains. Et par conséquent, je me suis rendu compte que Eddie Murphy ou Sidney Poitier ou tous ces gens qui jouaient des rôles d'avocats ou Devine qui vient dîner ce soir ou ce genre avaient une espèce de force et de puissance quand ils s'exprimaient. C'était en français, c'était en traduction, mais c'était en français. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on était contrôlé, puisque mon père m'obligeait à lire ou ma mère m'obligeait à lire, lorsqu'on était contrôlé, la manière dont moi je m'exprimais et la manière dont mes amis s'exprimaient faisait qu'à un moment donné, on désamorçait tout de suite, en tout cas quelque peu, l'approche de la violence était moins rapide. C'est-à-dire que j'avais un ami, dont je dirais le nom Edwin, qui lui était un peu plus ghetto que moi, dans ces parties-là exprès, parce qu'on parlait de la même manière, et je reviendrai sur le verlan, et tout de suite, boum, attrape, étranglement et contre le véhicule. Alors que moi, étant bercé au Mario Van Peebles en disant « Attendez, monsieur, je ne comprends pas, commencez par me vous voyez, moi je ne vous connais pas, je ne suis pas votre ami. Ah tiens, on est tombé sur un écran intelligent. » Mais le temps que l'interlocuteur qui est en face de moi remonte dans son cerveau que le négro est intelligent, la dynamique de la violence est inversée. Donc il se dit « Bon, avec lui, on va faire attention. » Donc je me suis rapidement rendu compte pour ce premier point que la langue française et la manière dont j'exprimais étaient importantes. Mais plus que ça, étant un petit noir dans la ville de Chartres, je me suis rendu compte que quand tu t'exprimais bien, même auprès des filles, tu faisais déjà la différence. J'ai jamais aimé être comme les autres. Mon père m'a toujours dit, tu dois être un leader et non un suiveur. Et donc quand on approchait les filles à l'époque, je m'efforçais toujours de bien parler. Donc au début, c'était un peu bizarre en disant, mais finalement, c'était beaucoup plus gagnant. Je sais qu'on me dira, oui, mais c'est normal, mais voilà, à ce moment-là, pour l'interaction avec la femme et l'interaction dans les institutions, je me suis rendu compte que c'était plus que nécessaire. Très bien. Merci pour ces Et je réponses. voulais juste poser une question Oui. au frère. Et du coup, est-ce qu'on t'a pas taxé à l'inverse d'être un bounty par rapport à... En fait, on pouvait le faire avec certains individus, mais la manière dont j'ai été éduqué,
la manière dont mon père m'a éduqué en disant toi, tu es un leader et je ne veux jamais te voir suivre. À chaque fois qu'on me dit ça, on me dit ouais, on me dit Fafa, toi tu vas finir en homme politique. Hein, regarde comment tu parles, t'es ma négro, comment tu parles. Mais ça m'a jamais gêné. Ça m'a jamais gêné. J'ai toujours justement joué là-dessus en disant ma capacité à moi, c'est de tantôt te dire ouais, t'as vu frérot, vas-y viens on y va. Et de la seconde d'un instant à un autre, comme quelqu'un qui est bilingue, je suis capable d'utiliser le bon français. Et c'est une fierté. C'était une fierté, je l'ai toujours eu. C'est une force. Mais, exactement. Ok. Et pour revenir sur à moins que Oui, j'avais une petite vanne tout à l'heure, mais peut-être que je propose un petit défi. Puisque je veux que jamais on dise que tu parles au petit nègre, je propose qu'ensemble nous essayons de parler le grand nègre, comme Aimé Césaire. J'attends, c'est les bombes qui lâchent. Parler le grand nègre, est-ce que le mot nègre est encore d'actualité? Bah, il a essayé d'en faire quelque chose de juste et de valide et de pas péjoratif, au contraire. Le mot nègre ne dépend pas tant du mot nègre intrinsèquement, mais de qui l'utilise. Exactement. Chez nous, en Guadeloupe, on l'utilise ce mot nègre. On dit, c'est quand une femme est vraiment belle, on dit c'est une belle négresse. Ou on dit c'est un bel nègre, son bel nègre, c'est un beau nègre. Si vous, le blanc, vous utilisez nègre avec la connotation historique que ça ne passe pas de la même manière. C'est vrai. Et peut-être ce serait beau là, d'arriver à, même que moi je lutte là, pour que ce nous revienne et que ça devienne naturel maintenant dans la bouche des Françaises et des Français, que le mot nègre, nous disions bah, effectivement noir c'est cette couleur-là, mais nègre c'est vraiment la négritude. Et que ce soit quelque chose je pense qu'il y a un travail à faire au niveau sémantique d'artistes, comme le font les Américains. Tu veux revaloriser le mot nègre. En fait, je pense que vous prenez le problème par le mauvais bout. Le jour où on pourra réellement utiliser le mot nègre sans connotation péjorative du côté des blancs, comme on l'utilise du côté des noirs, c'est quand il n'y aura plus de disparité économique. C'est d'abord l'économique qui fait la différence. Là, on est des bourgeois, là, dans une logique de discuter, d'échanger. Mais, pardonnez-moi, tant qu'il y aura des béquets sur la Martinique, la Guadeloupe ou je ne sais quel territoire d'outre-mer qui vont contrôler l'économie et qui vont dicter la pluie, le beau temps sur les îles en question avec des tarifs exorbitants, on ne pourra pas sortir des sémantiques qui sont caricaturales. Parce que le réel maintient un rapport de force entre dominant et dominé. C'est quand on aura aboli les disparités économiques qu'on pourra utiliser de manière joviale, agréable. Qui pourra l'utiliser? Et encore, tout le monde. Même avec ça, Non mais tout le monde, tout le monde. Quand Non mais peut-être que toi tu le permettras pas. Ça, après c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'il y a des disparités économiques très importantes entre les noirs et les blancs, nous ne pourrons pas faire l'économie de cette réflexion par rapport à ces mots, parce que ces mots sont toujours teintés de cette douleur qui existe entre les. Elles le seront toujours, même entre l'économie. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que les générations après, c'est-à-dire que je pense que moi, je suis de ceux qui pensent que si, à l'abolition de l'esclavage, on avait indemnisé les esclaves et pas les maîtres, on n'aurait pas le même rapport de force aujourd'hui. Oui, je pense que c'est l'argent qui a posé le problème. Là, je suis d'accord sur ce Donc point. la disparité économique crée du ressentiment sur les générations futures. Si, à l'époque de l'esclavage, on avait mis en prison les maîtres en disant que vous avez commis des crimes contre l'humanité, on avait indemnisé les esclaves, mais vous pensez vraiment que le mot négro serait problématique aujourd'hui? Bien sûr que oui. Non, mais pour sa connotation historique. Ce que tu es pense en pas. train, ce que Moi, tu es je en train pense de sous-entendre, c'est que le fait économique peut annihiler tout le sens historique C'est pas et ce la que je dis. puissance des mots. C'est pas ce que je dis. Je dis que l'argent Ah, si. atténue. Je dis que l'argent, c'est comme quand une Elle personne n'atténue évite. pas l'histoire. Non, On est pas du d'accord. tout, pas du tout. Je dis que l'argent atténue les douleurs. Comme quand il y a un préjudice moral, un préjudice psychologique et qu'il y a une réparation financière. La femme qui récupère de l'argent parce qu'elle a été violée, elle n'a pas oublié le viol. Elle n'a pas oublié qu'elle a été violée. Mais c'est beaucoup plus facile pour elle, quand elle a de l'argent, pour s'aider à se reconstruire que quand elle n'en a pas. C'est le principe de la réparation financière. Et pour autant, tu crois qu'avec le viol et tout ce que ça implique et tous les stigmates que ça peut leur ramener à son âme, elle va dire bah, allons-y, parlons de viol tous les matins, venez. Tu crois pour autant que ça va changer la chose? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'essaie de comprendre alors. Non, Beko, pour revenir sur ce que tu as dit, je pense pas que en gros que le capitalisme le simple puisse, en gros, pour se réparer, il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait une réelle discussion entre nous, mais avoir la réelle discussion, ça va pas en gros, ça va pas faire qu'on va oublier ce qui s'est passé. Mais c'est pas qui parle d'oublier. Non, mais si un blanc m'appelle négro, ça passera jamais. Aujourd'hui, demain et après-demain. C'est pas parce qu'il y a eu un dédommagement financier que je vais passer outre la chose. Parce qu'en vrai, la connotation historique, elle est trop forte, elle est trop réelle encore pour qu'on passe outre. Mais moi, je parle pas de toi, moi. Moi, je parle de moi ou Oui, mais mes enfants. moi, je parle potentiellement que des petits-enfants
tes arrière-petits-enfants, peut-être que s'il y a une réparation économique, il n'y aura plus de disparité entre les Noirs et les Blancs. La douleur, elle vient d'où? La douleur vient de la frustration financière. En fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point l'absence de réparation symbolique en termes d'excuses et l'absence de réparation financière à l'endroit d'une victime entretient des plaies. Ouais, mais la douleur, elle ne provient pas de l'absence de réparation. La douleur, elle provient d'un élément empirique qui est l'élément sur lequel on est sujet. Puisque tu le dis toi-même, et c'est contradictoire, puisque tu dis ça atténue. Donc la douleur ne vient pas du fait que ce n'est pas une question d'atténuation, c'est une question empirique. C'est-à-dire, parce que nous avons été sujets, pour ne pas utiliser le mot victime, sujets d'un certain nombre d'exactions, c'est la raison pour laquelle nous ressentons cette douleur. Maintenant, est-ce que, parce que financièrement tu viens et tu indemnises les esclaves plutôt que les maîtres, est-ce que pour autant nous allons oublier, prenons encore, je n'aime pas le faire, mais prenons la nation juive et la Shoah. Est-ce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, on les a indemnisés? Est-ce que pour autant aujourd'hui ils l'oublient? Et est-ce que pour autant la douleur est moins vive? Non, je ne crois pas. Donc on voit bien, historiquement, que l'argent, ça répare pas, ça n'empêche pas cette problématique. On et pour autant, on peut pas. Non, mais je veux dire, toi, tu parles d'atténuer, de dire, oui, les générations après n'ont pas encore oublié. Et aujourd'hui, tu ne peux pas utiliser le mot youpin ou quoi que ce soit parce que ce sont des mots qui ont une connotation vraiment très, très violente. Et pourtant, ils ont été indemnisés. Mais moi, je ne dis pas aux gens d'oublier quoi que ce soit. Je dis aux gens, à un moment donné, si on veut vivre ensemble, il faut qu'on puisse penser les plaies. C'est ça Là-dessus, on est d'accord. Okay. On est d'accord. Maintenant, quand on pense les plaies, qu'est-ce qu'on fait? On fait preuve de sincérité, on marque des regrets par rapport à un comportement qui était désobligeant, et on allonge le carnet de chèques. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui détruit votre maison, qui détruit votre voiture, qui se contente de vous dire « je suis désolé », ça ne suffit pas. On est complètement d'accord sur ça. Sur ça, on est d'accord. Hein. Le sujet, c'est de savoir est-ce que l'insulte le lundi peut devenir un mot banal le jeudi. Non, c'est sur plusieurs générations. Moi, je dis que le jeudi, c'est-à-dire. Je dis que c'est plusieurs générations. C'est pas nous. Je pense que c'est possible. Moi, je pense que moi, je suis intimement convaincu par rapport. En fait, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une sorte d'épigénétique. Il y en a qui contestent cette réalité, mais moi, je pense qu'il y a une transmission des traumas. Dans les. Si, j'ai prouvé scientifiquement. Non, c'est contesté. C'est contesté, Yann. Moi, j'y crois grandement. Je crois également. C'est contesté. L'héritage transgénérationnel, je pense qu'il existe. Après, il y a. Par les traumas. Il y a des non-dits dans des familles, mais il y a des choses qui se gardent. Il y a des personnes qui n'y croient pas. Libre à eux. Il y a une chercheuse suisse qui a prouvé ça. Elle a pris des rats, elle a mis des coups bon, on la connaît. Et puis de génération, juste en mettant par exemple une espèce de système olfactif, une odeur, elle a remis des coups d'électrocution, de génération en génération. Quand elle mettait, disons, une fragrance de coca, directement, on ressentait, avec des systèmes rouges, la frustration et la peur des rats, même 4-5 générations après. Moi, j'y crois juste, si vous permettez, passer les choses sur un autre plan. Bon, tu parles de l'argent, fait que l'argent est un critère, mais derrière, je crois, ce qu'il y a, c'est la notion de respect. Je vais prendre 2 cas de figure, si vous permettez. À l'époque, moi, j'étais, non pas manager, mais on va dire gestionnaire d'un groupe de funk. Et donc, moi, j'ai fait une école de commerce à HEC Montréal. Et je rapportais du fric au groupe de funk. C'est-à-dire que je leur ramenais des contrats, je leur ramenais finalement de quoi se nourrir. D'accord ? Et je pensais que ça m'apportait une respectabilité. Et je sentais qu'il y avait un truc qui faisait que j'étais un peu méprisé. Parce que j'étais juste un mec qui savait faire du fric. Et eux, ils faisaient de la magie en fait. Et je me rappelle que je sentais que j'étais toujours à part, puis ils avaient une liberté de vie, ils avaient un style de vie de dingo, quoi, comme on peut se l'imaginer. Et moi, j'étais un petit peu enfermé dans ma réalité économique un peu minable. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais fait une vidéo où je jouais à Stevie Wonder, donc en l'occurrence Superstition. Et là, il dit « Ouais, mais en fait, tu tiens la baraque au piano, quoi. T'es vraiment des nôtres. » Et là, j'ai senti qu'à ses yeux, j'étais plus respectable. Donc, le fric, la capacité à faire du fric, à en avoir, j'avais plus de fric qu'eux. Mais eux, ils avaient un style de vie. Et ils avaient une respectabilité à leur sens qui faisait que ils étaient au-dessus de moi. Jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que j'étais un artiste. Donc, premier point. Deuxième point, je me rappelle, je crois que c'est au niveau du respect, c'est au niveau de la langue. Ça va te plaire, ça aussi. Je suis allé près de Rocamadour dans le cadre d'un déplacement pour la résistance, justement, face à la tyrannie en place. Je passe ça comme ça, tu sais que tu aimes les bombes. Et je me retrouve à être obligé d'être hébergé dans un château, obligation assez douce, tenu par
une Américaine et un Danois. Et j'appelle, on dit hello. Je dis, et donc voilà, j'essaie de parler en français. Et puis rapidement, la femme me fait comprendre qu'elle ne parle pas français. Et tu vois, là, ça commence à me chauffer, si tu veux, qu'au bout d'un moment, au plein cœur de la France, à Rocamadour, dans un hôtel donc en France, régi par la française, Dans un château. j'ai une Américaine qui me fait comprendre qu'elle ne parle pas le français et que ça va se passer comme ça. Et donc, dans le taxi qu'elle fait, si tu veux, pour venir nous chercher, tu vois, je vois qu'elle ne sait même pas un traître mot de français, quoi. Et je demande ça fait combien de temps que vous êtes en France? C'est 2 ans. Et la situation se tend, tu vois, parce que je sais un peu ce que l'État profond américain nous fait, à quel point il nous trahit. Et donc, ça se tend et tout. Et puis, elle en parle un petit peu à son mari, tout ça. Et je croise son mari sur la terrasse. Et je fais « Ah, vous êtes le mari de la dame ?» Et oui, oui. Et vous voyez, ici, c'est ma maison. Je fais « Ah, vous voyez ici, là, c'est mon pays. » Puis je suis parti. Et ben, après, il m'a parlé autrement, le mec. Vous voyez, donc en fait, la notion de respectabilité, la notion de… pas seulement de l'argent, en fait. Parce que pourtant, vous voyez, moi, c'est moi qui lui allongeais le fric, c'est avec mes thunes, a priori, qui m'entrait sur le château. Moi, j'ai jamais dit que c'était seulement l'argent. Ah, d'accord. Moi, j'ai dit qu'il fallait des excuses sincères et que c'est nécessaire qu'il y ait de l'argent derrière. Moi, je pars du principe où on ne peut pas, parlant de l'esclavage, on ne peut pas avoir détruit des corps, détruit des civilisations, détruit des spiritualités, détruit des familles, avoir tiré profit de cette vente. Parce qu'il y a plusieurs rentes au niveau de l'esclavage. Il y a la vente, il y a l'exploitation des corps sur les champs de coton et les différents lieux de travail forcés. Générer des milliards. Beaucoup de gens ignorent que, par exemple, la Maison Blanche a été construite par des esclaves, que l'Élysée appartenait à un négrier. Tout ça, c'est le sang de nos aïeux. Et venir comme ça, se contenter de nous dire merci, désolé pour ce qui s'est passé, et pas signer un chèque. C'est pas sincère comme excuse. D'autres symboles, on est d'accord là-dessus. Non, mais je lui dis. Mais tu as raison, l'argent parle, l'argent parle. Non, on rejoint sur ça. C'est possible. Moi, j'aimerais qu'on ramène la discussion. Et pour revenir sur la francophonie, pour aller dans la francophonie, Juste attends, j'essaie de ramasser, de résumer pour être sûr qu'on se comprenne bien. Le rapport à la respectabilité dans les interactions entre un millionnaire comme Franck Ribéry qui massacre la langue française et un smicard, quelqu'un qui s'en sort tout juste, mais qui manie la langue française avec brio. Selon vous, qui reçoit globalement dans ces interactions la plus grande marque de respect? mais ça dépend où et pourquoi. C'est pour ça que Oui, mais sois précis, ça dépend où et pourquoi. Non, que ce soit dans les transports. Ribéry rentre à l'Élysée, pas le smicard. D'accord. Donc, c'est pas parce qu'il rentre à l'Élysée qu'on le respecte. Bah, il rentre à l'Élysée, pas le smicard. Je répète, ce n'est pas parce que tu. Bah, c'est pour ça que j'ai dit donne-nous des exemples concrets Au de lieux. restaurant, dans une institution, en parlant au professeur de ton enfant, dans les interactions françaises. Mais Ribéry il rentre dans des palaces, on lui déroule le tapis rouge. Parce qu'on sait que le mec il a dépensé peut-être 40 000 euros d'addition. D'accord. Peut-être pas que ça aussi. Non, mais. C'est la capacité à foutre une lulu quand même devant des millions de personnes. Parce tu que, vois. non, mais parce que lui, il veut nous faire croire parce qu'il parle mal français, on va mal le recevoir dans un palace. J'ai pas dit mal recevoir, j'ai dit le mépriser. Mais comment le mépriser? Tu peux mépriser quelqu'un que tu accueilles avec le tapis rouge parce que tu vas piller ses poches. C'est un classique, l'Afrique. Donc tu méprises quelqu'un à qui tu déroules le tapis rouge? Bien sûr. Ah, je sais pas comment c'est Mais possible. attends, tu rigoles, c'est le grand classique par exemple, des bijoutiers qui reçoivent les rappeurs bling bling, ils leur font croire que ouais, tu vas être un king, tiens, vas-y, prends ton argent. J'ai pas eu le mépris, moi. Ok. Donc, Non, mais sincèrement, tu vois où il y a un mépris quand Je vois, je vous partage les deux positions. Je vois pas où il y a ce le qu'il veut mépris, dire. moi, en fait. Si, Non, je suis sincère, hein. Ils accueillent ton argent, mais pas ta oui. personne. Mais ça, c'est pas du mépris, c'est du commerce. Tu considères que c'est du commerce? Mais c'est du commerce. Non, parce que le commerce, c'est le fait d'échanger des finances. Le mépris, c'est le fait de s'attaquer à l'homme et à ce que l'homme est. C'est pas pareil, Mais demain, tu vas chez Cartier, par exemple. Ouais. Tu as plein de rappeurs, ils vont chez Cartier. Ils achètent pour 20 000, 30 000 euros. Regarde, je te donne un exemple de mépris. Mon petit frère jouait au football en République tchèque. Bon, on rentre en tant qu'homme noir. Et même en France d'ailleurs, on rentre dans un grand magasin en tant qu'homme noir. Bon, on rentre, on est habillé jogging, on ne te calcule pas. Puis quelqu'un le reconnaît. Eh ben,
Quelqu'un le reconnaît, on voit. Au début, le mépris, c'est de l'homme noir. C'est l'homme noir, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et qu'est-ce que tu viens acheter? On te reconnaît, t'es footballeur, on vient à ton argent. Là, on fait du commerce. Mais le mépris, c'est pas le change d'argent. Le mépris, c'est la relation intrinsèque de l'homme vers l'homme. Et c'est ça qu'il veut te dire. C'est qu'effectivement, si tu rentres en tant que Ribéry, on peut te dire, vas-y, donne-nous l'argent. Et derrière, dire, regarde le con, comment il s'exprime, il sait même pas conjuguer un verbe. Ça, c'est du mépris. C'est pas du commerce. Mais moi, je te dis, pour prendre l'exemple dont tu me parles, le fait que vous maîtrisiez la langue, est-ce que ça aurait empêché qu'on voit que vous soyez des Noirs? Ah non, mais je parle pas de. C'est pas la question qui est posée. Mais là, si tu me poses cette question, je dis non, ça change rien. Moi, je dis par exemple, revenons sur la francophonie. La francophonie, pour certains, c'est une preuve de considération de la France à l'endroit des pays francophones. Pour certains. Considération, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la francophonie, c'est un outil de promotion de la langue française dans certains pays, des anciennes colonies, et c'est un outil de diplomatie et de relations entre les États. Mais qui est à l'origine de la francophonie? Des Africains. Oui, c'est les Africains, mais sous couvert de qui? Parce que les Africains, ils n'étaient pas libres. Oui, c'est couvert de. Ah si, quand c'est né dans les années 70. Ils étaient libres à ce moment-là, les années 70. Ça n'a pas été à l'initiative et dans l'idée, c'était porté plus par un mouvement dans une théorie à la Kateb Yassine, dont on a traité un des ouvrages ici, qui visait à reconnaître dans la langue française qu'on a évoqué ici, à savoir la richesse, la puissance sur le terrain de la rationalité, et aussi, s'agissant de l'Afrique francophone, la capacité à être une langue d'unification, d'unité. Mais est-ce que ces personnes qui sont à l'origine de la mise en place de la francophonie étaient au sein d'États souverains? Non. Moi, c'est la question que je te pose. Non. Parce que je te dis que la francophonie, c'est un outil de domination. Okay. C'est un outil de domination qui est un cheval de Troie, comme le franc CFA, comme les bases militaires, pour asseoir l'hégémonie française. Ça, c'était ma question, j'allais venir sur la francophonie. Donc toi, tu penses que c'est un outil de domination? Mais au-delà de ma pensée, moi je fais une analyse froide. C'est-à-dire que la domination, elle existe sur différents terrains. Sur le terrain militaire, quand tu vois par exemple qu'au niveau de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, il y a des bases militaires françaises, mais que la réciproque n'est pas vraie, l'autre te domine. Moi je ne sais pas pour toi, mais si demain il y a un homme qui vient chez toi, il pose l'épée sur la table, mais que toi tu ne peux pas aller chez lui faire de même, tu es dominé. Bien sûr. Ok. Sur le terrain militaire? Sur le terrain militaire, qui est quand même la virilité absolue. Non. Ah non. Pour moi, la virilité absolue, c'est la virilité intellectuelle. D'accord, pas militaire. Ouais. Ok. Bah, va dire ça aux Palestiniens. C'est pas militaire la virilité absolue. Pour moi, je te répète, la virilité absolue, elle est intellectuelle, qui permet, par exemple, de construire des avions, de construire des bombes atomiques, Attends la fin de la guerre. par exemple. Attends la fin de la guerre et attends la respectabilité d'Israël. Non, mais pas de problème. Pas de problème. Mais Moi, je pense que Israël, à l'instar des États-Unis d'Amérique, on n'en a rien à faire de ce que les gens pensent d'eux. Tu vois, la respectabilité, les Amérindiens, ils n'en ont rien à faire, les Américains, d'avoir tué les Amérindiens, tu vois. Pareil pour les Australiens avec les Aborigènes. Donc la respectabilité, ça sert à quoi? Quand il n'y a plus personne. Il y a un dicton, je crois, africain qui est génial, c'est le lion qui s'est fait chasser, ne peut jamais dire ce qu'il pense du chasseur, un truc comme ça, c'est assez génial. Je n'ai pas la formule complète, mais c'est un peu ça l'idée. Ouais. Non, mais C'est moi, les tu lions me parles qui jamais l'histoire. Ouais. Non, mais tu me parles de respectabilité. Les Amérindiens ont quasiment disparu. Il en reste peut-être 200, 300. Oui, Qu'est-ce qui se passe à l'endroit des Amériques? Ok, mais revenons- Attends, je reviens sur cet exemple. Qu'est-ce qui se passe à l'endroit des États-Unis d'Amérique qui ont génocidé les Amérindiens? Qu'est-ce qui se passe à l'endroit des Australiens qui ont génocidé les Aborigènes? Dis-moi. Ce que je veux dire, c'est que la beauté, c'est que si tu exerces une puissance comme ça qui est brute et sans fondement, sans légitimité, sans classe, sans justesse, Bah, tu c'est feras des films avec les cow-boys. pendant un temps. Mais après, déjà, tu perds toutes tes guerres, ce qui est le cas des Américains. Ensuite, tu perds effectivement la respectabilité du monde entier. Et les Américains, actuellement, ils ont honte. Hein. Moi, quand je les croise et tout en France, ils disent ouais, Américains, bon, sorry et tout, machin, ce qui se passe. Et donc, non, mais c'est vrai. Hein. Ils ont honte, mais qu'est-ce qui est. Ben, je sens qu'ils ont un sentiment de honte. C'est des ouf. En tout cas, il y a. Et non, mais ce que tu veux dire, c'est qu'après, ça va se traduire. Tu vas voir, là, les BRICS sont en train de. Puisque nous parlons vraiment de militaires, de géostratégie, etc. Et les BRICS, ils se constituent. Israël, eux, ils sont. Mais moi, la Termine question juste, que je te je termine pose, c'est que juste. les BRICS, ils vont aller venger les Amérindiens? Non, bien sûr, mais tu as raison. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui se passe. Vous êtes fous. Non, mais ce qui fait que. Eh, c'est la vie qui est en jeu. Je- On parlait de respectabilité, c'est la vie qui est en jeu. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu exerces ta puissance de façon excessive, brutale, et après, il y a, entre guillemets, le regard de Dieu qui après se manifeste par un Ah, sentiment. c'est Dieu qui va intervenir. Attends, laisse-moi finir mon propos, s'il te plaît. Ah, non, c'est Qui Dieu. fait qu'ensuite, tu es dévoué, tu es désavoué, tu es détesté, et qu'après, il y a un système de force qui fait qu'à la fin, tu vas être mis en minorité. C'est ce qui s'est passé pour les nazis.
Et c'est ce qui risque de se passer pour les Américains parce qu'ils ont foutu le monde à feu et à sang depuis des dizaines d'années. Et la France, elle a fait quoi? Et tu crois que ce qui arrive à la France, c'est pas ça justement? C'est qu'elle a fait de la merde en Afrique. Elle a mal géré sa décolonisation. Pas qu'en Afrique. Hein. Et donc, si tu veux, là, elle se fait honnir actuellement. Moi, j'essaye avec Émergence, nous essayons avec Émergence de nous racheter, hein, tu sais, dans l'engagement. Mais ça vient de là. C'est du fait de l'injustice. Après, tu te fais détester. Et t'as beau avoir des armes et tout, machin, en face, si t'es détesté, si t'as pas l'amour, Dieu est amour, pas l'amour avec toi, tu peux pas faire grand-chose. Tu perds tes guerres minablement, comme l'ont fait les Américains depuis qu'ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et donc, est-ce que la francophonie est un instrument impérialiste? Alors, au départ, ça peut l'être. Mais en fait, ça dépend comment tu vois les choses. Et là encore, si tu veux, dépendamment de comment c'est pris en. Effectivement, oui. Moi, je vois bien quand je suis en Afrique, je ne fais pas d'effort a priori, sauf que moi, j'en fais pour parler la langue, puisque je parle en français. Je me fais plaisir. Depuis que je suis né, que finalement, je m'exerce. Et puis d'autres en face, ils luttent pour parler français. Et là, quand ils me parlent un peu mal, je vais avoir à mon corps défendant, même si je m'efforce de le respecter le plus possible, eh bien, le sentiment que je suis supérieur. Ça, c'est clair. Effectivement, si je commence à dire à Fonganji, à Fondniele, bon, bah, Attends, excuse-moi. Tu as le sentiment d'être supérieur à l'Africain lorsque tu parles français avec lui? Bah oui. Que lui n'a pas maîtrise pas le français. maîtrise. Oui. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il maîtrise d'autres langues, non? Voilà, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ah, C'est que si, effectivement, je parle le fond ou le mina et que je m'efforce de le faire, et ben, à la fois ça les flatte. Moi, je vois très bien. Quand je vois, c'est rien qui fait plus plaisir. J'étais sur l'Arc de Triomphe, il y avait une américaine qui était en train de lutter pour chercher ses mots en français. Je jubilais bien, quoi. Continue. Petite parenthèse, il est en train de bouillir. Non. Attends, juste parce que ce que tu as évoqué est très important et il faut clarifier pour être sûr qu'on se comprenne bien tous. J'ai évoqué la langue française comme un ring ou un bras de fer. Vas-y. Ma question est la suivante et je te la pose. Quelle que soit la langue, en l'occurrence, ta langue maternelle, c'est le Yaranké. Bon. Quelle région? Attends, est-ce qu'il existe différents registres de langage dans ta langue, comme en français, familier, courant, soutenu? Non. Bon, donc tu peux comprendre que s'agissant de la langue française ou la langue allemande ou la langue par exemple anglaise, cette hiérarchie dans les registres de langage génère dans les rapports humains. Alors je vais te répondre par rapport à ça. Oui. Effectivement, non, il n'y a pas le. Voilà, ce que tu viens de dire, il n'y a pas ça. Mais par contre, du coup, dans la langue de mes parents, qui est le diaranké, dans ma langue même, j'ai envie de dire, qui est le diaranké, effectivement, il n'y a pas les subtilités du français. Ça, je pense que, en tout cas, tous les diarankés seront d'accord sur ce point. Par contre, la langue est porteuse d'histoire. Et ça, il ne faut pas l'omettre dans tout le débat qu'on a sur la francophonie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le français, on en a tous parlé. C'est une langue qui nous permet, aujourd'hui, ça me permet de parler à un frère qui est d'origine congolaise, un frère guadeloupéen, un frère camerounais et un frère qui est français. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et sur ce point-là, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, le diaranké, si on met le français au-dessus, par exemple, de la sous-région du Fouta-Djallon, dont je suis originaire, si on l'oublie au profit du français, pour moi, on fait fausse route. On doit apprendre le français aux jeunes, mais aussi apprendre notre langue, parce que notre langue est porteuse d'histoire. Ça veut dire que si tu essaies de traduire ma langue, je peux te parler ma langue, tu auras du mal, sur certains points, à le traduire en français. Là où c'est important de garder J'allais venir sur cette question. notre Après, originalité. si j'en profite alors, avant de revenir sur ma question initiale, pour me donner un exemple d'un mot dans ta langue maternelle qui serait difficilement traduisible, pour ne pas dire intraduisible en française. Mais ça, c'est difficile à dire comme ça, mais par exemple, je vais donner un autre exemple. Ouais. Par exemple, chez nous, on dit Ndu Soa Soumaya. Ça veut dire que mon cœur se rafraîchisse. Mais le rafraîchissement du cœur, il est en lien avec l'environnement. Ça veut dire que chez nous, en Afrique, il fait chaud. Ça veut dire quand on dit que mon cœur se rafraîchisse, c'est vu comme quelque chose de bien. Ça veut dire que je me calme, que je m'apaise. D'accord. En France, on dit quoi? J'ai le cœur chaud. Pour dire que je m'apaise? Non, dans le contraire. J'ai le cœur chaud, je suis content, je suis heureux. Ok. Non, Ndu Soa Soumaya, ça veut dire en gros, je suis calme, je suis apaisé, bien. Et donc j'ai le cœur chaud, c'est exactement pareil. Ça veut dire que par rapport à l'environnement français, la chaleur est vue comme quelque chose de bien par rapport au climat tempéré ou au froid. Et donc du coup, voilà, donc, la langue est porteuse d'histoire. Okay. Donc c'est important de le comprendre et de le dire. Et ça veut dire que quand il dit que lorsqu'il parle avec un Africain qui a du mal à parler français, il se sent supérieur, c'est là où j'ai un problème. Alors, on s'est mal compris. Mais je ne suis pas son porte-parole. Hein. Non. Je vais c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit. Je vais repréciser. La question est, est-ce que la langue
c'est un outil dans les rapports humains qui instaure une sorte de hiérarchie selon que l'on maîtrise ou pas. Ça, c'est différent. Mais c'est ça, c'est l'exemple qu'il a pris. C'est-à-dire lui, sachant maîtriser la langue, il se retrouve face à une personne qui ne la maîtrise pas, la langue française, et pour cause, comme tu l'as dit, ce n'est pas une langue qui a été transmise, il est instantanément animé d'un complexe de supériorité. Mais ça, il ne devrait pas. Parce mais que. choisit, Non, attends, justement, on va définir. Le complexe de supériorité ne prévaut qu'à partir du moment où il y a une possibilité de comparaison intrinsèque. C'est-à-dire que s'il s'adresse à un Français et qu'il parle le français et que le français ne le comprend pas, il peut avoir ce sentiment de supériorité dû au fait qu'il maîtrise la langue mieux. Mais quand tu viens dans un écosystème où le français n'est pas la langue officielle ou en tout cas n'est pas la langue maternelle, ton sentiment de supériorité, il se base sur quoi? Attends, justement, si ce n'est sur tes propres valeurs, et tes valeurs ne concernent que toi-même. Donc tu ne peux pas te sentir supérieur. Alors justement, là, on revient sur ce qu'on a dit initialement, que quasiment tous on a validé. On a reconnu à la langue française une sensualité, une beauté et un caractère précis et une forme de un accès, c'est-à-dire ça crée une forme de rationalité. Ce qui a été résumé au XVIIIe siècle par une phrase. Qu'on l'accepte ou pas, en tout cas c'est dans l'idéal, c'est dans l'esprit des gens, en tout cas de l'élite francophone. La langue française suit l'ordre de la raison, là où les autres langues se laissent entraîner par le désordre des passions. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on maîtrise la langue française, on maîtrise suffisamment d'outils qui nous donnent un sentiment de force, légitime ou pas, et ce sentiment de force, ensuite, hélas, il peut générer par effet pervers, dans les rapports humains, dans les interactions, un complexe de supériorité, mais que tu ne décides pas. Et s'agissant de nos pays, et moi je pense que c'est aussi l'une de nos problématiques, est-ce que concernant la francophonie, est-ce que c'est en elle-même un instrument de domination, ou alors c'est un instrument de domination aussi longtemps que les populations locales sont justement écartées de la maîtrise du langage soutenu? Non, c'est pas pour ça que c'est un instrument de domination. C'est un instrument. C'est un instrument de domination. C'est très dangereux ce que tu dis. C'est un instrument de domination, non pas parce que, comme tu dis, la masse ou le peuple, mais parce que l'élite, qui la plupart du temps est formée en Occident, et qui, elle, a la nécessité de contrôler le reste du peuple, qui finalement utilise la langue française. Mais le peuple, en grande partie, lui, ne la parle pas, cette langue française. On dit la même chose. Voilà. Donc, finalement, non, on ne dit pas. J'ai dit que l'un des problèmes. Donc, tu ne peux pas être supérieur. Non, mais en fait. Je n'ai pas dit que tu es supérieur, j'ai dit le sentiment. Oui, mais pour être cru, parce que là, vous êtes trop. Non, c'est pas une question de temps, Beko. Moi, je sais pas ce que je veux dire. Par rapport à la langue française, c'est un outil de cooptation de l'élite de nos pays francophones, qui pour la plupart est corrompue jusqu'à l'os. Et c'est un outil qui est utilisé notamment avec la franc-maçonnerie pour dominer les nôtres. Ok, mais si les nôtres demain, ils ont accès à la langue française. Mais ça ne changera rien. Tu seras quand même dominé. Okay. C'est pas parce que tu as 100% des Camerounais qui parlent français que la domination va disparaître. Hein. Soyons clairs. C'est un outil qui est utilisé dans les interactions administratives et diplomatiques pour dominer les Noirs. Mais par la langue elle-même. Mais par la langue elle-même. Parce que c'est elle qui est utilisée. D'accord, mais quand tu dis c'est un outil qui est utilisé pour dominer, comment se manifeste cette domination? Par la maîtrise et la non-maîtrise. Ah, mais voilà. Non, mais les deux. Moi, ce que je veux dire, attends, si tu peux. Vas-y, je t'en prie. Concrètement, on pourra parler de supériorité ou non supériorité à partir du moment où cette langue, qui est la nôtre, moi je la chéris, mais ne peut ou n'est pas au centre névralgique des négociations et de ce que toi tu appelles le sentiment de supériorité. Ça veut dire qu'en réalité, les pays africains devraient soit utiliser, je ne sais pas moi, le Wolof, le Bambara ou le Swahili pour en faire une langue forte et puissante que tous les Africains maîtrisent dans son ensemble et que cette maîtrise, elle, lorsqu'elle arrive en face de la langue française, on puisse dire, eh bien si nous voulons communiquer, soit nous faisons tous les deux des efforts, auquel cas la force annihile la force elle-même, comme une dissuasion nucléaire, et vous ne viendrez plus alors avec la maîtrise intrinsèque de votre langue que seul vous parlez. C'est ça la réalité. Attends. Moi, je vais rebondir, s'il vous plaît. J'ai rien à ajouter. Alors, très intéressant, tu as pris dissuasion nucléaire. Donc la langue, c'est une arme. Exactement, on est d'accord là-dessus. Deux armes nucléaires, elles sont construites de la même façon. Il n'y a pas de spécificité culturelle. Donc la langue française comme arme peut être utilisée comme arme, comme le disait Kateb Yassine, butin de guerre. Quand Kémy Séba s'exprime, quand Franck Manon rédige en français, ils ne sont pas dominés, jusqu'à preuve du contraire. Donc la langue française peut être utilisée avec la même puissance
par... De entre quel genre guillemets, Écoute bien ce qu'on dit. On parle de domination culturelle, économique, culturelle, Monétaire. monétaire. On ne parle pas que de domination virile d'homme vers l'homme. Oui. C'est pas de ce dont on parle. Donc Kémy, lorsqu'il parle français, Oui. ça n'empêche pas que la réalité de son pays, le Bénin, est dominée. D'accord. Mais alors je répète une dernière fois et avant de céder la parole. Si demain, bâton magique, bim, demain, à minima, comme en France, une classe moyenne maîtrisait suffisamment la langue dite officielle, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je parle de l'hypothèse, donc la langue française, En Afrique, tu en tu Afrique, veux hein, dire. de sorte qu'on puisse faire émerger des ingénieurs, des architectes, des médecins, et, qui plus est, des diplomates dignes de ce nom, qui soient en capacité dans les échanges, dans les débats diplomatiques, comme le fait Abdoulaye Diop aujourd'hui, qui brille comme rarement on l'a vu ces dernières années en langue française. Pour autant, qui va le affirmer ou qui va le taxer d'être inférieur, d'être soumis? Je vois ce que tu veux dire, mais toi, tu parles de l'arbre qui cache la forêt. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas le fait qu'il existe un Abdoulaye Diop. J'ai dit si Ce qui- demain, Oui, non, mais demain, j'ai compris ce que tu dis. C'est pas pour toi, pour autant que je parle, mais c'est toujours pour rester dans le débat de la francophonie. Moi, ce qui m'intéresse, Parce qu'il y a plus d'instituts c'est français. que, voilà, ce que C'est je pour ça qu'ils veux, brillent. ce que je veux, c'est que tant qu'il existe des institutions francophones en Afrique, il devrait y avoir des institutions swahili en France. Mais c'est- Ça, c'est une force. Tant qu'il y a des hommes, tant que nous venons autour d'une table et que nous allons négocier des contrats et que nous décidons de négocier des contrats, il faut que les diplomates africains puissent contrôler le français en seconde langue, mais que la première langue, parce que la langue, c'est un outil de propagande. Lorsque tu lis un livre en français, tu adoptes les mots, tu adoptes donc la philosophie, tu adoptes l'étymologie, et donc tout ça, ça s'imprègne. Donc, si toi, tu viens avec ton mot et tes racines africaines, et que l'homme en face de toi l'apprend, il va apprendre plus qu'une langue. Il apprend une culture, un paradigme, une idéologie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous parlez de ce sentiment de supériorité français s'annihile parce que celui qui est en face de toi s'imprègne d'une partie de ta culture et bien plus que ça. C'est pas que la langue, c'est pas que l'outil de domination, il est polymorphe. Ok, donc vous validez la thèse qui découle du XXe siècle, la thèse dite Sapir-Whorf, selon laquelle la langue enferme une sorte de paradigme ou une vision du monde. Ben, C'est ce que vous dites. la langue a une histoire, comme il l'a dit le frère. Donc J'ai forcément, posé la c'est... question. Vous validez cette thèse? Ouais, moi, je la valide complètement. Ok. J'aimerais. Donc, une langue ne peut pas être un instrument Si. d'universalité. Ah non, C'est ça- quoi l'universalité? Ça dépend, parce qu'en gros, la langue c'est des paradigmes aussi. C'est-à-dire qu'il y a le paradigme africain et le D'accord. paradigme français, par exemple, Ok. de base. Ok. Et Charles Diop en parle très bien dans son agriculture. Ouais. Il dit que le petit Wolof Oui. qui doit apprendre le français D'accord. alors que sa langue maternelle est le Wolof, Oui. il doit se déconstruire pour reconstruire avec d'autres paradigmes. Et du coup, ça prend du temps. Là où il explique que dans la tendre enfance, il doit apprendre sa langue, donc le Wolof, D'accord. et arriver à 6-7 ans, commencer à apprendre le français D'accord. pour pouvoir ensuite jongler sur les deux choses. Même, je vais même aller plus loin. Si vous permettez que je Pourquoi parle, parce que Ah là oui. vous parlez bien, mais Je- là il y a quelque chose de manifeste, c'est que j'ai pas le droit à la parole. Si, mais tiens, Non, mais vous allez comprendre quelque chose. En fait, il y a effectivement la langue, il y a aussi l'expression et des signes manifestes qui ne sont pas dits. D'accord? Ça fait depuis 10 minutes que je demande la parole, que je ne l'ai pas. Et donc, il va falloir que je fasse un acte fort de vous dire maintenant, vous vous taisez, je parle. Et donc là, ça change la donne. Donc, si vous voulez, pourtant, vous parlez a priori la langue de mes aïeux, quoi. Mais si dans la configuration là, j'ai pas le droit de l'ouvrir. Si en fait, je suis comme ça. Tu te en sens disant- exclu, c'est ce que tu es en train de Non, dire? non, c'est juste. Parce que tu dis, tu utilises la langue de nos aïeux comme si nous, on n'était pas légitime de la parler. Non, non. C'est ce que j'entends. Non, moi. oui, mais c'est ça, a priori. Mais maintenant. Dans ton a priori. La réalité. Non, mais je te dis a priori. Et après, c'est pour faire la démonstration, en fait, de l'importance de la communication et de ce qui se passe, en fait. Si moi, je suis là, avachi dans mon siège, et que finalement, j'essaie de parler, que j'y arrive pas. Dépendamment de la chose, et moi, je sais que ma compagne est très sensible au non-verbal. Donc, nous parlons de langue depuis tout à l'heure, mais en fait, moi, je parle de communication. Donc, si moi, je suis comme ça, et que depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à en placer une, tu vois, les gens qui regardent le match, entre guillemets, sur tous les plans, toutes les dimensions, ils vont se dire, ah, le petit blanc, là, le Béquet, le français, le Yovo, tout ce que vous voulez, il a perdu. Par contre, maintenant, je suis là et que je me tiens droit. D'accord? Comme je l'ai fait avec ce Danois et son Américaine là, qui voulait m'imposer leur façon de penser. Vous voyez, c'est une notion de puissance, en fait, qui se manifeste différemment. Et donc, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que si j'ai en face de moi un Béninois qui ne parle pas forcément, moi je vois le directeur Afrique de mon organisation, il ne parle pas très très bien français. Par contre, il met une intensité dans sa voix. Là.
et il répète les choses et tout. Et là, j'ai en face de moi un bonhomme qui était éduqué par la rue, etc. Donc je le respecte pour ça. Donc en fait, il y a plein de dimensions en réalité. Comment il arrive à me faire lâcher du fric en me manipulant, ou alors, vous voyez, il y a plein de petites victoires en fait. Donc effectivement, par la communication, mais je peux rien dire. Il faut regarder fixement comme ça, et puis faire passer des signes, arriver à séduire une fille que tu n'arrives pas à séduire, ou arriver à obtenir quelque chose que tu n'arrives pas. Il y a plein de dimensions qui font que finalement, il y a une domination qui se fait. Mais c'est ça que quoi, tu n'as pas compris, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est pas la petite victoire. On n'a que faire des petites victoires. Ce qu'on veut, nous, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, c'est qu'il n'existe pas de table dans laquelle nous sommes conviés à travers une langue. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut aller dans le bois, prendre notre hache, tailler le bois et construire notre table, et que vous veniez à notre table. Quand je dis vous, je suis français moi-même, mais je dis vous, je parle d'un vous général, c'est-à-dire quand tu te présentes à ma table, tu ne viens pas m'imposer ton français, tu ne viens pas m'imposer toute ta culture, ta domination, ton franc CFA, tes poètes, tout ça, ton latin. T'es militaire. Tu viens à notre table, on te convie à notre table, tu viens à Rome, fais comme chez les Romains, en Afrique, fais comme chez les Africains. C'est ça qui est important. Bien évidemment, mais et sauf donc, que ça s'obtient. Tu vois, je parle par exemple de la configuration. Nous sommes néocolonisés par les Américains. Notre souveraineté pour la reconquérir, mon pote, ça va prendre plein Mais de elle est où la victoires. base militaire américaine en France? Mais il y en a plein, des bases américaines en France. Elle est où? Mais il y en a plein. Je pense qu'il y en a une. Attends, il faut que je te dise, il faut que je te donne un exemple très concret, mais il y en a plein. Pas compliqué, dans le cadre de l'OTAN, il y a plein de bases Mais américaines. mais déjà, l'OTAN, c'est un accord de coopération. Coopération. Bah, c'est un accord de coopération. C'est comme la Ligue de Délos avec Athènes. Coopération. En fait, c'est Non, mais Athènes qui dominait tous les autres. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Non, mais l'OTAN, c'est un accord de coopération. La France en fait partie des pays signataires de cet accord. Moi, je ne sais pas où est la domination quand il y a un accord. Bah écoute, regarde un peu comment sont signés les contrats, comment ils nous torpillent. Donc, tous les membres de nos- tu es en train de me dire aujourd'hui que la France est une colonie américaine. Ben oui, C'est évident. mais complètement. Mais complètement. Et ça se vérifie avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas l'élu des Français, c'est un envoyé des Américains. Et en plus, l'État profond américain, c'est encore pire. Parce que même les Américains eux-mêmes, c'est ça qui est assez Donc, ça veut- intéressant. si j'ai bien Laisse-moi compris- finir, s'il te plaît. si je comprends ton raisonnement, Si tu me permets de terminer, les Américains eux-mêmes actuellement sont néocolonisés par une puissance encore supérieure, qui n'est même pas nationale, qui est économique, que sont les énormes entités supranationales, que sont Vanguard, que sont BlackRock. Et donc eux-mêmes sont néocolonisés. Et ceux qui ont voulu buter Trump, c'est pas, je pense, d'ailleurs il y a des preuves de ça, les démocrates. mais est-ce qu'on ne s'éloigne pas de la francophonie, monsieur? Non, mais c'est intéressant. parce C'est que ça- intéressant, c'est très Mais intéressant. ça envoie la C'est question de très domination, en intéressant. fait, c'est ça. C'est semble-t-il un employé de BlackRock. Donc en fait, la prise du pouvoir mondial, elle est en train de se faire sur ce plan-là. mais Et donc- par rapport à la francophonie, Je recentre avec une question. Pour vous, l'identité et la langue sont en quelque sorte les deux faces d'une même pièce? pas nécessairement. Ok. Pas nécessairement. Pas Donc on nécessairement. peut être pleinement africain, Et parler avec- parfaitement français. voilà, bien sûr, bien et sûr. faire preuve d'une souveraineté, comme une très belle image, on construit notre propre table. Oui, mais, Avec c'est, une- mais quand on parle de francophonie, Ouais. le but, c'est pas de dire aux gens de parler plus français en Afrique. hein. Non, c'est pas- C'est pas ça le but. hein. Bah, j'ai entendu Swahili tout à l'heure. là. Non, il a dit langue Oui, la nationale. langue nationale. Swahili, ça n'empêche pas de parler français à côté. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que, voilà, est-ce que moi, ce que je veux exprimer... Excuse-moi, Parce que vas-y. bien souvent, lorsqu'on prend le temps de dénoncer la France-Afrique, on dit qu'on est anti-français. Moi, je ne suis pas anti-français. J'ai juste la réciprocité. Ça se gagne. C'est pas la même chose. Ça se gagne. Ça va se conquérir par le sang, puisque manifestement. Pas forcément. Bah, Par des Mais- petites victoires symboliques. Tu sais, par exemple, j'ai un exemple très concret. Louis quelle victoire XIV. symbolique. Un exemple, s'il te plaît. Louis XIV, un jour, il reçoit un grand roi d'Afrique, je crois, ou je ne sais plus de quel pays. Et en fait, il est donc Versailles, c'était un instrument de puissance, de domination. Et en fait, la façon dont il l'a humilié, c'est qu'il l'a fait attendre 6 heures avant de lui adresser la parole. Et en fait, par des petits gestes comme ça, tu peux arriver à montrer que c'est toi le patron dans ton pays, etc. Et donc, c'est une conquête. Et la façon, moi, je suis engagé, nous sommes engagés pour retrouver la souveraineté de la France par rapport à l'État profond. Et ça va passer par des accords avec la Chine, comme l'a fait le général de Gaulle. La guerre des symboles. Les gars des symboles. Parce que, Mais comprenons-nous bien. Là, on parle quand même de. Enfin, je veux dire, là, on parle de colonisation et de néocolonisation. Oui. Donc là, quand il te dit qu'on va reconquérir nos peuples, on va le faire. Ben, je Mais vous pas- le souhaite, mais je pas vous le de- souhaite vraiment. Mais pas de manière, comme tu dis, en ne pas parlant à un président pendant 6 heures. Il faut des actes concrets. Bah, c'est un acte concret, parce que faire attendre un président pendant 6 heures, frérot, alors qu'il a Mais, l'agenda on n'a surchargé. pas la patience. Accroche-toi. Nous. Nous n'avons pas la patience de faire attendre les gens pendant Non, mais 6 c'est un heures. exemple. Faut Oui, montrer non, mais les j'ai symboliques. compris. Non, Le on a gars compris. des victoires. Je te dis juste que nous appartenons à une génération qui a observé nos aînés,
qui avaient une position beaucoup plus diplomate, beaucoup plus respectueuse à l'endroit du colon et qui se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Parce qu'en face, on a affaire à des gens qui vont te tuer, qui vont potentiellement te déporter, qui vont potentiellement... Regarde comme ils ont traité les Kanaks. Bien sûr. Il y a Kissinger. Moi, je veux bien envisager du symbole, de la discussion. Regarde comment ils traitent les Martiniquais. Mais vous pensez qu'il n'y a que le rapport de force militaire mais la courtoisie, la bienséance ne marche pas. Mais en fait, mais tu as raison, mais je suis en train de confirmer ce que tu dis. On ne parle pas de symbolique alors. Si, moi, j'aimerais bien, sur le terrain symbolique, qu'on ait une séparation à l'amiable. Un peu comme dans certains couples. Voilà, la cohabitation elle devient impossible. Je ne supporte plus cette situation dominant-dominé. Trouvons un terrain d'entente pour qu'on puisse coopérer à l'amiable. Mais la France ne veut pas. Mais Beko, attends, je finis, c'est important. Parce que les gens, il faut qu'ils voient ça. La France ne veut pas. Macron ne veut pas se retirer, les bases militaires non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On doit verser du sang. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que nous, on est condamnés, nous, Noirs, à être dominés par les Occidentaux. Toute notre vie. Bien sûr que non. Je suis en train de vous dire que vous pouvez retrouver votre souveraineté de la même façon que nous allons nous efforcer de retrouver notre souveraineté française par rapport aux Américains pour que, au nom du droit de la détermination, l'autodétermination, nous puissions établir un rapport. Donc je dis juste que moi, c'est ce que je crois. Après, peut-être que je me trompe. Mais ça sera plein de petites victoires. Plein de petites victoires, mais la question de fond, c'est qu'est-ce qui est la colonne vertébrale de la souveraineté? Moi, si je peux me permettre, je vais répondre à la question. Frontières, monnaie, militaire. Je vais répondre à tes questions, mais je vais répondre. La question. Colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Mais si, je vais dire la colonne vertébrale. Il a dit, c'est la force économique, la force militaire, la force culturelle, la force cultuelle. C'est tout un aspect. Ce que je souhaite dire, moi, c'est que dans ce qu'il dit, dans cette question de petite victoire, de victoire symbolique, le symbole est nécessaire, chacun le sait. On sait que le symbole est nécessaire. Néanmoins, une victoire ne s'octroie que de manière polymorphe. Il faut des petites victoires symboliques et il faut le reste. Après, je ne sais pas si c'est une question de sang ou de non-sang ou de guerre ou de non-guerre. Je ne le souhaite pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, moi. Non, voilà, moi, je suis dans l'amour. Il faut le préciser. Moi, je suis dans l'amour. Pour moi, la chose la plus fondamentale, d'abord, c'est de dire que moi, je m'exprime, mais la manière dont je m'exprime aujourd'hui, c'est la langue française. En débutant, j'ai dit que j'étais amoureux de la langue française. Mais au-delà d'être amoureux de la langue française, je suis amoureux de ce que je peux considérer être la justice et le juste. Et donc la justice et le juste serait de dire qu'en tant qu'homme noir français, en tant que Guadeloupéen africain, je considère que la France, le pays que je suis profondément, quand j'étais au Bénin, je ne me suis jamais senti profondément occidental que quand j'étais au Bénin. Parce que leurs blagues, leur manière de percevoir le monde, leur rapport au monde, c'est pas le même que le mien. Et pourtant, je me suis toujours senti africain. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais diamétralement opposé. Mais ça ne m'a pas empêché de me rapprocher de mon africanité. Ce que je souhaite, c'est que dans le rapport que nous avons avec le monde, et quand je dis nous, je m'inclus dans les deux côtés, puisque je suis des deux côtés. Je ne peux pas maîtriser la langue de Molière et détester le français ou la France à proprement dit. Je dis que quand tu observe le monde et tu vois le rapport que la France a, c'est un rapport de prédation, c'est une réalité. Si on peut être aujourd'hui avec les jambes croisées à discuter avec un bon Français, c'est que je vis dans un pays calme où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Mais ça, c'est au détriment d'autres individus qui sont aussi ma part, puisque j'ai été déraciné de ma terre pour être venu ici. Ça veut donc dire que quand je parle de ça, que les téléspectateurs comprennent bien, on n'est pas ni anti-français, et je te regarde, je regarde tout le monde, ni anti-français, ni pro quoi que ce soit. Ce que je souhaite, c'est que le continent dont mes ancêtres proviennent puisse librement décider de sa destinée. Et que pour décider de notre destinée, il nous faut être en mesure de maîtriser tous les compartiments de notre existence, qui commencent du plus petit symbole à la plus grande guerre de sang. Et que ce n'est qu'à travers ça, lorsque celles et ceux qui verront que nous sommes capables d'aller jusqu'à là, ils décideront ou non, de plein gré ou non, de partir. Et donc je dis que ça commence essentiellement en disant qu'en Afrique, il nous faut une langue nationale ou plusieurs langues nationales, de manière à ce que celles et ceux qui veulent interagir avec les Africains, dont j'en m'inclus, puissent se dire « je n'arrive pas et je ne me sens pas supérieur comme tu as pu te sentir toi, mais nous avons nécessairement besoin d'utiliser une langue et toi tu dois connaître la mienne et je dois connaître la mienne parce que si nous voulons parler, connaissons les subtilités de notre propre langue pour qu'aucun d'entre nous puisse se sentir supérieur. Ce serait quelle langue ?
pour l'Afrique. Ouais. Je sais pas, parce Il y a que plusieurs langues. je vais pas leur imposer, mais plusieurs langues, il y a quand plusieurs même. langues. T'as le Wolof. Il y a le Wolof, le Bambara, j'ai dit. Non, mais- Non, j'ai dit non, Wolof, non, non, Bambara, Swahili, je l'ai On dit est tout pas à l'heure. énervé. J'ai dit tout Il à y a l'heure. Lingala aussi. Ouais, il y a Lingala, il y a plein de choses. Attendez. ouais. Non, Non, mais il faut rajouter, il y a plusieurs langues. Attendez. Elle le peut, là. Vous voyez, Non. c'est intéressant parce que j'ai dit une question toute simple. A priori, j'ai dit quelle langue Lingala, Swahili, etc. C'est-à-dire que Oui. peut-être rien que cette question déjà Non, mais elle est compliquée. raviver, Ouais, elle est va compliquée. raviver les Mais sur les tensions tensions, tribalistes. Non. Alors que dans l'état actuel des choses, et c'est là où le débat entre l'identité, le passé et le pragmatisme, la résilience, peut se dresser. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore considérer que la langue française appartient aux Français, comme tu l'as dit, mes aïeux, ou alors, compte tenu du nombre de locuteurs, elle appartient aussi aux Africains. C'est aussi une langue d'unification. Ouais. Quand Kémy Séba est entendu aux quatre coins de l'Afrique francophone, il parle en français. Hein. Mais Il non, mais parle ni en Swahili, ni en Lingala. le problème, c'est pas le français. Le problème, c'est la francophonie. C'est l'utilisation du français dans ces pays-là. Et comment c'est utilisé comme outil de Ça, je suis d'accord, mais domination. Après, on est parti sur un autre sujet. On a dit, Mais moi, la langue d'unité, je vais il faut que ça soit une langue africaine. je vais aller dans ton C'est sens. des Je lignes. vais aller dans ton sens. Je souhaite que tous les Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest parlent français. Je le souhaite. Ok. Je le souhaite. En seconde langue. Parce que c'est un avantage. J'adore la rajouter virgule. Mais oui, parce que c'est un avantage. Je taquine, non, ça va. mais C'est un oui, avantage. ça. Moi, je le souhaite, Non. moi. Ouais. Je le souhaite parce que Non, mais c'est une langue magnifique. Ok. Moi, mon problème, c'est pas le français. Mon problème, c'est ce qui se passe derrière. Bien sûr. Beaucoup, alors je précise, beaucoup des nôtres Non. voient dans le simple fait de parler correctement le Non, français. mais ça, c'est des macaques. Non, mais Arrête de dire pas, non. Très dur. Mais Non, non, arrête. non. Non, moi, je peux pas te laisser dire ça. Moi, Non, ceux qui pensent que. tu sais, le moi, je fait- peux pas te laisser Mais dire laissez- ce terme-là. mais laissez- Non, moi, je peux pas. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit. Attendez. Non, Moi, va- si je peux expliquer là, ma on va réflexion. prolonger l'émission de 2 heures. Non, si je peux expliquer ma On va réflexion. prolonger l'émission de 2 heures. Moi, quand je dis que ce sont des macaques, je parle de qui? Je parle de ceux qui pensent que parce qu'on parle bien le français, nous sommes des traîtres. Ah oui. Nous sommes des Non, non, bounty. attendez, non, Moi, je- non, parce que là, frère, toi, tu dis ah oui. Mais moi, je parle de Non, ça, non, moi. non, attends, laisse-moi m'exprimer. Mais je t'explique pourquoi j'ai dit non, macaque. Alexis. Non, mais attends, après, on va passer à la parole à Attends, Alexis. attends, Juste un instant, Alexis. Parce que moi, c'est important, c'est fondamental. Ce que tu dis, moi, je l'entends, je le comprends. Maintenant, je dis, et je ne cesserai de dire, les mots ont une définition. Et au-delà de la définition, elles ont une connotation historique. Et quand un homme noir comme toi, éminent, efficient, intelligent, avocat, utilise le mot macaque, qui a cette connotation historique qui est utilisée par les adversaires, voire les ennemis, qui ont traîné les nègres, qui ont décidé que le nègre était plus proche de l'animal que de l'homme, et donc est un macaque, tu utilises la même arme que celles et ceux qu'on peut considérer comme étant nos ennemis, peu importe le fait que tu parles d'une typologie spécifique d'homme noir, tu peux pas faire ça. Parce que à partir du moment où tu vas utiliser cette arme, l'homme blanc, attention, entre guillemets, qui va voir ça, va dire, vous voyez, nous aussi on peut leur dire macaque, puisque même entre eux, ils disent qu'il y en a parmi eux. Et un jour, tu te retrouves devant un blanc qui dit, toi, t'es un macaque. Et lui va dire, mais attends, comment ça? Bah oui, mais attends, il y a des gens chez vous qui disent que vous êtes des macaques. On ne peut pas l'utiliser ce mot. On peut trouver un mot complètement différent, mais ce mot-là, nous, en tant qu'hommes noirs, on ne peut pas l'utiliser. Et si vous pouviez impressionner vos interlocuteurs, tant par la finesse de vos raisonnements que par la puissance de vos arguments. Je suis venu vous livrer une méthode 5 étoiles qui va vous permettre d'acquérir cette compétence, qui vous permettra de structurer vos idées avec clarté et précision. Elle vous permettra également d'argumenter avec persuasion et conviction. Inscrivez-vous dès maintenant si vous êtes déterminé à transformer votre vie en prenant enfin possession de vos pleines capacités intellectuelles. Alexis, tu as le mot de la fin, le temps nous manque, les bonnes choses prennent une fin. Merci. Alors déjà, pour être sûr que je me fais bien comprendre, c'est un honneur que nous puissions comme ça parler. Finalement, est-ce que je pourrais dire dans ma langue, puisqu'il a été établi que c'est pas vraiment ma langue, qu'elle ne m'appartient pas. Et donc si aujourd'hui j'ai le mot de la fin, c'est parce que je vais faire une réunion là, politique pour parler de notre mouvement politique qui est singulier dans le sens où il rassemble tous les peuples de la francophonie pour une même lutte d'indépendance. Contre qui? Et tu parlais dans les langages militaires, nous parlons d'une langue comme une arme. À l'armée, nous savons que la base des bases, c'est d'abord de nommer l'ennemi. L'ennemi, quel est l'ennemi aujourd'hui qui a servi les peuples? Ce n'est pas la France. Parce que Emmanuel Macron est un pantin. Pantin de qui? Une puissance qui est obscure, et qui est financière, qui est militaire, pharmaceutique. Et donc, ces gens-là sont en train aujourd'hui de réduire la population mondiale dans un projet qui est terrible. Ah, j'entends. Terrible. Et donc, si tu veux, la question c'est quel est l'ennemi? Et donc, moi, je m'en vais dire cela, comme je le dis ici. Et si le français est une arme pour rassembler les peuples, pour retrouver une souveraineté par rapport à cette tyrannie de l'argent,
de salopards qui ne pensent qu'à l'argent, qu'au pouvoir, qui sont inhumains dans le rapport aux humains, eh bien, tant mieux. Donc, Mais à l'image de De Gaulle qui, durant la Seconde Guerre mondiale, à Brazzaville, a Oui. voulu réunir les tirailleurs africains pour lutter contre les Allemands, oui, là, tu essayes, dans ton discours, dans Oui. ton initiative, de réunir les Africains francophones oui. à la France contre les Américains. Pas les Américains, Contre l'État profond, l'État profond et américain. je te C'est ça dis, des fous furieux qui sont dans une logique de domination du monde par l'argent, et donc par la violence, par l'argent, en achetant dans une stratégie qui est très très D'accord. complexe. Donc tu crois encore à une collaboration France-Afrique positive? Oui. Ok, voilà le mot de la fin. On va rester sur ça. C'est bon? Oui. Ah, les frères, on aurait pu encore Je suis s'étirer en longueur. Comme vous l'avez vu, c'est une discussion qui commençait en mode diesel et qui finalement est partie toujours avec le respect des interactions, de la virilité constructive, de la rationalité, de l'acceptation de la divergence, dans la mesure où on a tous conscience ici que la vérité est une œuvre inachevée. Le but de la librairie africaine, c'est celui-ci. Vous montrer qu'on peut être autour d'une table, être en désaccord et rester autour de la table sans avoir envie de la renverser, sans avoir envie de se sauter à la gorge, dès lors qu'on partage la même passion pour les mots, pour le débat contradictoire, pour la réflexion, au cœur duquel se trouve la lecture. C'est ainsi, la lecture réunie aiguisons le fer pour s'élever. À chacun d'en prendre de la graine, jeune, moins jeune, comprenez bien que le monde ne se divise pas entre les bons et les méchants, il se divise d'abord entre les ignorants et les sachants. Et le meilleur moyen d'accéder au savoir, outre les conversations constructives, c'est de se munir de connaissances jusqu'aux dents, se munir de livres jusqu'aux dents. Voilà pourquoi on doit également remercier notre partenaire, la Présence africaine, une institution qui nous accompagne et qui, via un code promo, vous donne accès à toutes les pépites. Gardez bien en tête, si vous voulez saisir votre destin, vous devez vous saisir des mots, vous devez vous saisir des idées, si possible complexes. Et pour cela, il n'y a pas de mille chemins. Le chemin de la lecture. En somme, lisons ou mourons. À très bientôt.